Elon Musk et d'autres grandes figures de la tech répètent tout le temps que l'intelligence artificielle pourrait un jour détruire l'humanité. Ouais, c'est vraiment le discours ambiant en ce moment. Complètement, c'est partout. Mais l'homme qui a co-créé les assistants vocaux que des millions de personnes utilisent tous les jours affirme, lui, que cette fameuse intelligence artificielle, Qu'elle n'existe pas, voilà, elle n'existe tout simplement pas. C'est quand même un point de départ hyper déstabilisant. c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Du coup, notre analyse d'aujourd'hui se penche sur une source vraiment fascinante. C'est un ouvrage au titre délibérément provocateur, L'intelligence artificielle n'existe pas, écrit par Luc Julia. Un titre qui annonce bien la couleur. C'est clair. L'objectif de notre décryptage aujourd'hui, c'est de séparer le mythe de la réalité. On va essayer d'extraire la vérité sur notre avenir technologique et de comprendre ce que ces machines font réellement, tu vois, sous le capot. Exactement, et je pense que ça s'adresse parfaitement à quiconque s'intéresse à la tech. Que ce soit des professionnels qui essayent d'anticiper l'impact sur leur métier, ou même juste les curieux qui sont un peu fatigués des discours alarmistes. Bah oui, les scénarios dignes d'Hollywood, ça va 5 minutes. C'est ça. Bon, décortiquons un peu tout ça. Comment un véritable pionnier de la Silicon Valley, un chercheur qui a littéralement construit ces systèmes hyper complexes, peut-il affirmer que notre plus grande peur technologique est un mythe total? En fait, l'argument prend tout son sens quand on s'attarde un peu sur le profil de l'auteur. Luc Julia, c'est pas un philosophe ou un essayiste qui observe la tech de loin, tu vois. D'accord? C'est un mathématicien, c'est un ingénieur de génie. Il a passé des décennies à concevoir, à coder et à diriger des équipes de recherche en plein cœur de la Silicon Valley. Donc il sait de quoi il parle, c'est pas juste une opinion en l'air. Voilà, sa thèse repose sur une compréhension vraiment intime de la mécanique du code. Et pour illustrer la faille fondamentale de ce qu'on appelle à tort l'intelligence des machines, il partage une anecdote personnelle qui est assez incroyable. Ah oui, l'histoire de son enfance. Ouais, quand il était gamin, il a calculé avec une précision mathématique absolue qu'il vivrait très exactement 17 469 jours. Non mais attends, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Un enfant d'une dizaine d'années qui calcule le jour exact de sa propre mort. C'est fou, hein? La méthode derrière un chiffre pareil doit être pour le moins singulière. La méthode, c'est le reflet parfait d'un esprit purement logique. En fait, à la suite du décès de son père d'un cancer du côlon, le jeune garçon observe super attentivement les dates qui sont inscrites sur le caveau familial. Ok, ambiance. C'est ça. Et il remarque que son père et son grand-père, qui sont tous les deux décédés de la même maladie, avaient vécu exactement le même nombre de jours sur cette terre, C'est-à-dire au jour près, au jour près. en incluant même les années bissextiles. Waouh, la coïncidence de dingue. Ouais. Et face à ces données, son cerveau d'enfant a réagi exactement comme un algorithme. Il a identifié une corrélation parfaite. Donc il en a cultivé une règle prédictive implacable, c'est ça, hein? C'est ça. Il a postulé que lui aussi, il décéderait de ce même cancer, très précisément à l'âge de 47 ans et 9 mois. Mais le raisonnement mathématique est sans faille. Les données d'entrée sont exactes, le calcul est bon, Tout est correct sur le papier. sauf que la conclusion est évidemment complètement absurde, puisqu'il est toujours en vie pour écrire et publier ce livre bien après cette date fatidique. Et c'est toute la force de cette métaphore. Ce calcul d'enfant, c'est la réplique exacte de la manière dont fonctionnent les systèmes que nous qualifions d'intelligents aujourd'hui. Ah, je vois où tu veux en venir. Une machine, ça ingère une quantité massive de données. Ça trace des lignes statistiques et ça trouve des corrélations mathématiques parfaites. Mais ça fait ça en étant totalement dénué de contexte. De contexte, ou même de biologie, de génétique. Exactement. Zéro bon sens. La machine est incapable de comprendre la différence fondamentale entre une simple coïncidence statistique et une véritable causalité scientifique. Mais si ces systèmes ne font que des mathématiques aveugles, comment on explique les termes de machine learning ou de deep learning? Parce que le mot apprentissage suggère quand même une forme d'acquisition de connaissances, non? C'est là qu'est le cœur du malentendu, en fait. L'auteur insiste lourdement sur le fait qu'on devrait parler d'intelligence augmentée. Et proscrire le terme d'intelligence artificielle. Absolument. Pour comprendre le pourquoi du comment, il faut regarder la mécanique. Le machine learning, l'apprentissage automatique, c'est pas un cerveau qui lit des livres. D'accord, c'est quoi alors? Ce sont des modèles statistiques très avancés. Prenons le deep learning, par exemple, qui est basé sur des réseaux de neurones artificiels. Concrètement, la machine n'a aucune idée de ce qu'est un objet physique. Ok, donc si on prend le fameux exemple des photos de chats sur Internet. Ouais, le classique. Si on lui donne des millions de photos de chats pour l'entraîner, la machine, elle cherche pas des moustaches ou les oreilles pointues. Elle voit pas l'animal du tout. Non. Elle convertit chaque pixel de l'image en valeur numérique.
Ensuite, elle cherche des récurrences mathématiques dans un espace vectoriel à des milliers de dimensions, C'est super abstrait en fait. très abstrait. Et elle finit par créer une règle mathématique qui sépare les images chats des images pas chats. Mais elle n'a jamais appris le concept du félin, tu vois? Elle sait pas qu'un chat miaule ou qu'il a des poils ou qu'il griffe les canapés. Rien de tout ça, elle a juste optimisé une équation géante. Attends, laisse-moi essayer une analogie pour voir si on vulgarise bien l'idée. Vas-y. C'est un peu comme si on avait affaire à un perroquet, mais doté d'une mémoire photographique absolue. Ce perroquet aurait mémorisé la carte complète d'une immense ville, rue par rue, sens unique par sens unique. Ok, je vois l'image. Si on lui demande un itinéraire, il va te cracher les directions parfaites bien plus vite qu'un chauffeur de taxi humain. Oui, il calcule la route optimale en une fraction de seconde. Voilà. Mais ce perroquet ultra brillant n'a absolument aucune notion de ce qu'est une rue. Il sait pas qu'il y a des voitures dessus ou ce qu'est un bâtiment. Il restitue une carte sans jamais comprendre le territoire. Le parallèle fonctionne très bien. Le perroquet navigue dans une base de données, mais il n'évolue pas dans le monde réel. Et c'est exactement pour ça que l'innovation véritable, l'étincelle créative, ça reste hors de portée de la machine. Parce qu'il lui manque la vraie compréhension. C'est ça. L'auteur rappelle que l'innovation nécessite souvent de casser les règles établies, d'oser un peu l'incongruité et, surtout, de faire preuve de multidisciplinarité. Chose que l'humain fait naturellement. Tout à fait. L'esprit humain excelle à prendre un concept issu de, disons, la biologie, pour l'appliquer à l'architecture, par exemple. Alors que la machine, à l'inverse, elle est strictement emmurée dans son couloir de données. Exactement. Prends un algorithme entraîné pour battre le champion du monde au jeu de Go. C'est un monstre de calcul dans son domaine, mais il est incapable de jouer aux dames. Et encore moins de faire cuire un œuf. Bah oui. Il n'a même pas la notion de ce qu'est une cuisine. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si ce perroquet statistique ne comprend rien au monde réel, s'il n'a aucun bon sens, comment on explique les exploits un peu bluffants qu'on observe tous les jours? T'as des exemples en tête? Ouais, je pense notamment aux voitures autonomes ou aux algorithmes capables d'anticiper nos besoins sur Internet. Ces systèmes agissent souvent d'une manière qui imite parfaitement le comportement humain. Alors, imiter un comportement et le comprendre, ce sont deux choses très différentes. Et c'est souvent quand la situation devient imprévue que le masque tombe. Comment ça? L'absence totale de bon sens et d'empathie, c'est la véritable signature de ces systèmes. Le livre l'illustre super bien avec l'exemple de la voiture autonome, D'accord. au bord de la chaussée. Comment réagit l'algorithme de la voiture selon toi? Il freine pour pas l'écraser? Il va scanner la scène, identifier un nouvel obstacle statique sur les bords de sa trajectoire calculée, ajuster sa course de quelques centimètres pour l'éviter avec une précision glaciale. Et il va continuer sa route sans ralentir? Exactement. Alors qu'un être humain, doté d'empathie et de compréhension sociale, il va piler, mettre ses feux de détresse, sortir de son véhicule et porter secours à la personne à terre. Ouais, c'est flagrant. La voiture optimise simplement un trajet géométrique dans un espace en 3 dimensions, alors que le conducteur humain, il lie une situation de détresse sociale et corporelle. Précisément. L'algorithme ne voit pas de souffrance, il voit un polygone qui obstrue une voie de circulation. C'est glaçant dit comme ça. Et cette cécité au contexte humain, on la retrouve aussi dans les modèles prédictifs, parfois de manière désastreuse. L'ouvrage revient sur une anecdote très célèbre qui concerne l'enseigne de grande distribution Target aux États-Unis. Ah, je crois que je connais cette histoire. Leur département d'analyse de données avait mis au point un algorithme capable de prédire les grossesses de leurs clientes. Déjà, le concept est un peu flippant. C'est vrai. Et un jour, l'algorithme a repéré une adolescente qui achetait soudainement des lotions pour le corps sans parfum et des suppléments de calcium et de magnésium. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Le système a mouliné ces données, il a trouvé une corrélation forte avec les habitudes d'achat des femmes enceintes et il a automatiquement déclenché l'envoi postal de bons de réduction pour des vêtements de maternité et des berceaux. Directement au domicile de l'adolescente. C'est le fameux cas où le père de la jeune fille a découvert la grossesse de son enfant en ouvrant le courrier commotionnel du supermarché. C'est ça. Le père était furieux au début, croyant que le magasin poussait sa fille à tomber enceinte. C'est vraiment le genre d'histoire qui donne des sueurs froides quant à l'intrusion de la technologie dans nos vies privées. Et c'est l'exemple parfait d'un algorithme qui réussit mathématiquement, mais qui échoue humainement. Le système de Target ne savait pas que la fille était enceinte. Bah non, il comprend pas le concept de reproduction biologique. Voilà. Il a juste tracé un trait entre l'achat de lotions sans parfum et l'achat de couches quelques mois plus tard, au milieu de millions de tickets de caisse. Il n'a aucune notion de tact, de secret de famille ou du choc psychologique que représente un tel courrier. Il exécute une tâche d'optimisation marketing. Point final. D'accord, je comprends la mécanique aveugle. Mais je me fais l'avocate du diable une seconde. Vas-y. Si ces machines sont si limitées,
Si ce ne sont que des tableurs Excel sous stéroïdes incapables d'empathie ou d'initiative propre. Ouais. Pourquoi la panique est-elle si généralisée? Pourquoi des ingénieurs brillants clament-ils sur tous les toits que l'IA va prendre le contrôle et s'attaquer à l'humanité? Qu'est-ce qui nourrit cette angoisse chez les créateurs même de ces outils? C'est une super question. L'ouvrage déconstruit cette peur en l'analysant sous un angle rationnel et psychologique. Pour l'auteur, ces craintes relèvent directement du mythe de Frankenstein. Le créateur détruit par sa créature. C'est un récit immémorial, recyclé pour l'ère numérique afin de générer du clic, de l'attention et, bien sûr, des financements. Mais qu'est-ce qui cloche logiquement dans ce scénario catastrophe? Le ressort logique qui manque à ces prédictions apocalyptiques, c'est la source de la motivation. La motivation. Bah oui, la volonté de pouvoir, le désir de dominer, l'agressivité, ce sont des traits évolutifs purement biologiques. Ils sont le produit de millions d'années d'évolution, liés à des hormones comme la testostérone. Et ancré dans l'instinct de survie des espèces animaux. Exactement, un morceau de silicium qui exécute du code n'a pas d'hormones ni d'instinct de conservation. Prêter des intentions belliqueuses à un programme, c'est donc de l'anthropomorphisme pur et dur. On projette nos propres névroses humaines et notre propre histoire violente sur des équations. C'est tout à fait ça. Et ça donne lieu à des scénarios complètement ridicules quand on y pense froidement. Du genre... Comme le souligne le livre avec une certaine ironie, un robot conçu et programmé pour repasser des chemises ne va pas un beau matin se réveiller avec une crise existentielle. il va pas ressentir l'oppression de sa condition de domestique. Bah non. Il va pas décider de conquérir le monde en attaquant les humains avec son fer à repasser. Il continuera de repasser jusqu'à ce que ses composants cèdent ou qu'on le débranche. À moins, bien évidemment, qu'un être humain n'écrive délibérément un code pour transformer ce robot en arme. Voilà. Le danger humain, il n'est pas artificiel. Au-delà de l'argument psychologique, le livre aborde aussi une réalité physique et matérielle qui rend l'idée d'un super cerveau omniscient assez invraisemblable. C'est bien ça, hein. Il y a une barrière énergétique colossale. C'est un point technique majeur qui est très souvent ignoré par le grand public. L'auteur compare la consommation énergétique du programme AlphaGo de DeepMind, celui qui a battu le champion du monde du jeu de Go. Ouais, Il la compare avec celle du cerveau humain. Pour jouer au Go, la machine a besoin d'une puissance de calcul phénoménale. Elle doit évaluer des millions de probabilités par seconde, ce qui exige de faire tourner des serveurs en continu. et ça donne quoi en chiffres? Résultat, le système consomme environ 440 000 watts. Attends, 440 000 watts juste pour déplacer des pierres noires et blanches sur une grille virtuelle. Exactement. Et en face, nous avons le cerveau humain de Lee Sedol, le champion. Et lui, que fait son cerveau pendant la partie? Son cerveau évalue le plateau de jeu, élabore des stratégies à long terme, mais il gère aussi simultanément la respiration du joueur, la digestion de son dernier repas, la régulation de sa température corporelle, Ses souvenirs, ses émotions, son stress face à la machine? tout ça. Et tout ça pour une consommation énergétique d'environ 20 watts. 20 watts. C'est l'énergie nécessaire pour faire briller une petite ampoule LED dans un salon. La différence est astronomique. Comment on explique un tel gouffre de rendement? C'est toute la différence entre le calcul par force brute et l'intelligence véritable. L'algorithme vérifie frénétiquement toutes les ramifications possibles d'un coup. C'est lourd. Alors que le cerveau humain fait des raccourcis. Oui, grâce à son intuition et son expérience, il élimine instantanément des milliers de mauvaises décisions sans même avoir besoin de les calculer consciemment. Le cerveau est une merveille d'optimisation biologique que la machine est incapable de reproduire. Elle ne peut que compenser son manque d'intelligence par une dépense d'énergie complètement démesurée. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on écarte définitivement les fantasmes de robots tueurs et de super cerveaux autonomes, comment cette fameuse intelligence augmentée doit-elle être pensée pour l'avenir? C'est la vraie question. Quelle est sa véritable proposition de valeur pour la société ou le monde des affaires, si c'est pas de nous remplacer? La véritable valeur, l'avenir pragmatique de ces technologies selon l'ouvrage, ça se résume en un concept clé. Lequel? L'interopérabilité. Ah, le grand mot. Ouais. Il ne s'agit pas de créer une entité omnisciente centralisée. L'idée, c'est de briser les silos entre des milliers de petits objets connectés et d'algorithmes spécifiques pour qu'ils collaborent de manière invisible. D'accord. L'objectif étant d'améliorer concrètement la vie quotidienne en automatisant des tâches fastidieuses sans que l'utilisateur n'ait à y penser. C'est ça le but ultime. Mais interopérabilité, le terme est souvent utilisé dans les conférences tech comme un mot valise pour vendre de l'Internet des objets. Est-ce qu'on peut décortiquer le mécanisme IA? Bien sûr. Comment plusieurs objets stupides, entre guillemets, créent-ils de la valeur en collaborant? Prenons un exemple domestique très parlant partagé par l'auteur.
Imaginons quelqu'un qui porte un podomètre classique, un bracelet d'activité. Ok, le truc basique qui compte les pas. Seul ce bracelet compte les pas. C'est un silo de données. C'est amusant quelques semaines, mais c'est souvent inutile à long terme. On finit tous par le ranger dans un tiroir. Exactement. Mais grâce à l'interopérabilité, ce bracelet peut communiquer avec le système central de la maison. Ok, comment ça marche? Il détecte un rythme cardiaque élevé et une hausse de la température corporelle en fin de journée, ce qui signifie que la personne est en train de faire un jogging. D'accord. Le bracelet envoie cette information au thermostat intelligent du domicile. Le thermostat croise cette donnée avec la géolocalisation du téléphone, comprend que la personne sera de retour dans 10 minutes et décide de baisser la température du salon de quelques degrés. C'est génial! La maison s'adapte à l'état physique de l'habitant avant même qu'il ne passe la porte. Voilà, et pourtant, ni le bracelet ni le thermostat n'ont conscience de ce qu'est la chaleur ou la fatigue, mais leur mise en réseau produit un service hyper pertinent. La somme des parties est supérieure au tout. C'est précisément cela. L'auteur donne un autre exemple amusant avec une simple lampe de bureau. Ah oui, raconte. En la connectant à un script basique, cette lampe, dont la fonction unique était d'éclairer, se met à clignoter en rouge lorsqu'un email marqué urgent provenant d'un membre spécifique de la famille arrive dans la boîte de réception. Ah, c'est malin ça. La technologie réussit lorsqu'elle s'intègre discrètement pour alléger la charge mentale. La leçon pour le monde professionnel est hyper claire. Accumuler des données en masse ou déployer de l'IA juste pour le buzz, ça sert à rien. À rien du tout. Le défi, c'est de créer du sens en reliant des outils simples. La meilleure technologie est celle qui finit par disparaître de notre attention. Mais cette disparition de la technologie soulève justement une question un peu sensible. Vas-y. Si tous ces objets invisibles communiquent constamment nos données de santé, de géolocalisation ou nos habitudes d'achat, le vrai sujet n'est plus la menace d'un algorithme conscient, mais la gestion de cette masse de données. Et c'est là le vrai nerf de la guerre. Comment le livre aborde-t-il cette réalité économique à FI? L'ouvrage est très clair là-dessus. Le vrai danger ne vient pas du code, mais des intentions humaines derrière les modèles d'affaires. L'auteur pointe particulièrement l'économie des réseaux sociaux. Ah oui, le modèle basé sur l'attention. Voilà, ces plateformes sont conçues pour extraire des quantités astronomiques de données comportementales, affiner des profils psychologiques grâce au machine learning et capter l'attention pour générer du profit. C'est une asymétrie totale d'informations entre l'entreprise et l'utilisateur en fait. Complètement. C'est pourquoi le livre défend vigoureusement l'idée que des législations encadrant les données, comme le RGPD en Europe, ne sont pas des freins à l'innovation technologique. Contrairement à ce que certains géants de la tech essaient de faire croire. Exactement. Ce sont des garde-fous cruciaux. Puisque l'outil n'a pas de morale, c'est à la société d'imposer un cadre légal aux ingénieurs et aux entreprises qui exploitent ces données. Parce que le biais algorithmique ou la manipulation ne sont que les reflets des priorités économiques de ceux qui financent la machine. Le problème, c'est toujours le porte-monnaie humain à la fin. Ça nous amène à une conclusion très claire sur notre décryptage d'aujourd'hui. Je t'écoute ? Ce livre agit comme un puissant antidote contre la désinformation ambiante. C'est un vrai appel à cesser de mystifier des lignes de code pour mieux reprendre le contrôle de nos outils. C'est un très bon résumé. Oui, cette intelligence augmentée est un amplificateur extraordinaire. Elle permet de trouver des motifs dans les cellules cancéreuses plus vite qu'un œil humain. De l'optimisation logistique, de la météo complexe. Elle peut prédire des phénomènes climatiques en avalant des pétaoctets de données, c'est vrai, mais elle demeure un outil. Un perroquet statistique sophistiqué, redoutable efficacité, mais qui ne remplacera jamais l'intuition humaine. Ni notre capacité à douter. Ni l'empathie face à la détresse, ni notre faculté unique à croiser des disciplines qui n'ont rien en commun pour inventer de nouvelles solutions. C'est une réflexion salutaire pour quiconque veut aborder la prochaine décennie technologique avec lucidité. Sans naïveté face au modèle économique. Et sans peur irrationnelle face aux algorithmes. Tu sais, la clé pour ne pas subir ces outils, c'est de refuser de se laisser impressionner par la complexité technique et de comprendre leurs limites fondamentales. C'est en déconstruisant le mythe qu'on protège notre libre arbitre. Exactement. D'ailleurs, si l'on admet que la machine ne fait que refléter statistiquement les données qu'on lui fournit, sans jamais douter ni innover par elle-même, cela soulève une ultime interrogation. Si les algorithmes ne sont finalement qu'un miroir de nos propres comportements, de nos biais et de nos décisions passées, peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si l'intelligence artificielle est dangereuse, mais plutôt si elle ne fait que révéler, de manière mathématique et implacable, les failles et les préjugés que notre propre humanité refuse de s'avouer. Et si le risque n'était pas que la machine devienne humaine, mais que l'humain devienne une machine incapable de douter? C'est sur cette question vertigineuse qu'on va clore notre échange, une réflexion qu'on invite tout l'auditoire à creuser de son côté.
À très vite.